Chers petits observateurs, aujourd'hui un secret de design consacré à une voiture étonnante. Elle date de 2007 et pourtant elle a l'air toujours très actuelle. Mais surtout c'est son toit magique en 3 parties qui a fait craquer notre ministre du Design, Philippe Nemeth, que je salue. Ça va Philippe? Monsieur le Président, bienvenue. Ben, on est chez toi. Voilà. Et alors j'avoue que c'est ta dernière acquisition et ça m'a surpris. Oui, dernière acquisition, dernière connerie, dernière folie, je sais pas, mais tu sais, quand on commence à avoir un peu des voitures, enfin bon. C'est une... Pourquoi? Je n'ai pas dit le nom en fait. C'est une Volvo C 70, coupé. coupé cabriolet, donc la deuxième génération de la C70, puisqu'il y en a eu 2 générations. Il y a une première qui était proposée en coupé, strict coupé ou cabriolet, avec un toit souple. Et ensuite, cette deuxième et dernière version, donc qui a été produite de 2006 à 2013, et il y a eu un facelift, donc un restylage relativement important en 2009. Mais moi, je préférais le design original. Alors, il y a toujours un aspect patrimonial chez toi de l'histoire de l'automobile. Et quand je t'ai dit, mais pourquoi tu as acheté cette Volvo? Tu m'as dit, Renault, on ne fera plus jamais des toits en 3 parties comme ça, c'est de la folie. Ouais. Alors, il y a 2 choses. Tu sais, mon petit garage, j'ai mon voisin Emmanuel, que je salue, qui l'appelle son coffre à jouets. Donc, je lui ai emprunté son expression. C'est mon coffre à jouets et c'est aussi l'Arche de Noé. Si on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est un petit peu voilà, un échantillonnage de différentes voitures. Et je n'avais pas effectivement une architecture d'une voiture 4 places coupé cabriolet. Je n'avais pas de Volvo. Je n'avais pas de 5 cylindres en ligne. Donc, à nouveau, ce n'est pas juste de posséder tant de... mais effectivement d'avoir une variété. Alors, avant de l'ouvrir, je veux vraiment... en fait, elle est vraiment... c'est la caricature d'une voiture que j'utilise dans mes cours de design. Pourquoi? Tous les coupés cabriolets grand public, enfin un peu plus produits en grande série, je parle de la 206 cc, qui est un petit peu, je mets un petit peu à part. Tu penses à la 307? Je pense à la 307 cc, 308, Mégane et Ford Focus. Alors toutes ces voitures avaient exactement le même principe, sauf que il y avait 2 morceaux, un toit et une lunette arrière. Parce que évidemment, si on met un autre morceau, c'est plus de mécanisme, plus de charnière, plus de câbles électriques, etc., etc. Mais le problème de toutes ces voitures, quand tu regardes la silhouette 307, 308, Mégane, Ford Focus, toutes, elles ont un arrière très haut. Parce qu'il faut placer, c'est des voitures 4 places, donc tu as un grand morceau de toit. La seule exception qui confirme la règle, c'est la Volkswagen EOS, qui a effectivement également 3 morceaux. Je crois que la BM série 3 a eu un Pardon, moment oui, aussi. la E92 sans doute. Mais alors la EOS, comme les 308 et le Mégane, sont plus petites. Donc cette voiture a un habitacle relativement grand, effectivement 4 adultes peuvent. Donc l'habitacle lui-même est très long. Donc il y a une mécanique particulièrement sophistiquée. Je vais la montrer là, parce que c'est quand même... Tu dirais qu'elle est relativement harmonieuse pour toi en ton Oui, absolument, en termes de silhouette. Effectivement, elle n'a pas une malle démesurée, mais c'est le fait d'avoir découpé en tous ces morceaux. Donc c'est plus facile à ranger. C'est aussi bête que ça. Si tu as un grand morceau comme ça à mettre quelque part dans le coffre, forcément... Et tu sais, les designers travaillent sur des maquettes qui parlent de masse, qui n'a rien à voir avec le poids. Peut-être que si avec un morceau, la malle serait 3 cm au-dessus. Ça paraît pas grand-chose, 3 cm, mais en termes de volume, ça lui fait vraiment une masse visuelle. Allez, on va aller au spectacle, parce que c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Alors, où est le bouton pour l'ouvrir? Alors, il faut que ce soit le moteur tournant, j'imagine. Pas forcément, mais je vais quand même la démarrer. Donc, en fait, oui, il faut débrayer. Donc, il y a un seul bouton, donc il faut avoir le pied sur le frein. On ne peut pas décapoter en roulant. Donc, c'est simplement la petite icône. Alors, attention à toi. Alors là, on va comprendre la complexité du bazar. Ouais, déjà le coffre. Hop, vous voyez, il y a une seconde plage qui vient se mettre. Ensuite, tac, regardez les fils, les câbles. Et regardez le ciel de toit qui est souple et qui se déploie. 3, 4, 5. Paf, paf, paf. Mais t'as pas peur que ça tombe en panne toutes les nuits, ça? Écoute, non.
Tu vois que ça va tomber en panne. Non, parce que ça fait un moment que je regarde ces voitures d'occasion. J'en regardais au Royaume-Uni parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Depuis le Brexit, c'est plus compliqué d'importer. Cette voiture, je l'ai achetée en France. C'était des Anglais qui habitaient à Saint-Émilion, qui l'ont vendue à un Belge qui habite en Dordogne, et je lui ai racheté. Donc, c'est pour ça aussi. Ça ne tombait pas en panne, quoi. Non, alors, donc toutes les annonces que j'ai pu, ça fait 1 an environ que je regarde, 1 an et demi. Il y en a pas mal en Italie. Il y a peu de moteurs de litre 5 cylindres en France aussi. C'est surtout des diesels qui sont bien aussi, mais moi je cherchais spécifiquement un 5 cylindres essence. Et donc le volant droit explique, mais moi ça ne me dérange pas, c'est le prix divisé par 2. Et j'ai vu aucune annonce, même les moins chers, les pourris à 1500 livres en Angleterre, il n'y en a aucune qui dit dans l'annonce « toi en panne ». Ça ne veut pas dire que c'est indestructible, mais c'est Joseph du CNVA qui m'a dit, il se reconnaîtra, qui m'a dit il y a le truc sur ces voitures. Donc si des petits observateurs sont intéressés, apparemment, il faut en aucun cas, faire fonctionner le toit si la voiture est sur un trottoir ou si elle est trop en dévers. Donc c'est juste... Ça déséquilibre tout. Oui, ou le châssis, la voiture peut-être se twist, se tord, peut-être. C'est pas une saucisse, hein, mais peut-être qu'il y a un tout petit décalage, même quelques millimètres, et qui mettent. C'est ce que j'allais te dire. On voit bien que tout ce système, on va aller faire un tour, mais quand même, quand ça se remet, ça se joue au millimètre, quoi. S'il y a un truc qui tout à baille, fait. Donc apparemment, à nouveau, si la voiture est sur un trottoir ou autre, ça peut. Et si le système se met en carafe, comme on dit, là, c'est mort. Mais je me répète, je n'ai pas vu une seule. Ça ne veut pas dire que ça tombe pas en panne. Mais même les moins chers qui ont un peu des problèmes mécaniques ou de carrosserie, j'en ai pas vu une avec l'annonce attention, toi défectueux. D'accord. Je reviens au style parce que tu vois là, je suis à hauteur à genoux. Ce qui me frappe dans cette voiture, c'est on a presque l'impression qu'il y a, je ne sais pas comment tu dis, une épaule tout du long, comme si c'était presque un bateau. Quel effet de style il cherche là? En fait, c'est une plateforme connue, une S60, si je me semble, même, qui est même dérivée d'une Focus. Donc la plateforme elle-même, donc le châssis, la structure est connue, mais les designers ont eu un petit peu de latitude, elle pourrait être un petit peu plus large. Je ne connais pas les cotes exactes, mais du coup, et on le verra plus tard avec d'autres secrets de design chez Peugeot notamment, les designers aiment bien ce qu'on appelle, ce que Pierre-Paul Mathieu appelle le porte-à-faux latéral, c'est-à-dire en fait d'avoir du creuset. C'est rare, hein, on est d'accord. Mais avant de parler de si tu veux avoir du porte-à-faux latéral, il faut d'abord avoir de l'épaulement. Et là, je pense que les designers avaient un peu de latitude en termes de largeur. Donc effectivement, par rapport aux vitres, tu as un épaulement qui est assez important. Et donc qui lui donne, ce qu'on en dit en anglais, du stance, tu lui donnes un peu de force d'épaulement, elle est bien assise elle est bien assise. Cette voiture, vraiment, en termes de style, ouverte, elle est absolument... c'est rare. Ok, BM a fait quelque chose de similaire, mais d'avoir 4 vraies places et avec cette pureté, il y a aucun arceau. Évidemment, il y a des arceaux en cas de retournement qui vont se déployer. Et aussi, il y a un truc, apparemment, je ne l'ai pas essayé, mais on ne va pas essayer. Il y a ici des airbags rideaux. Tu vas me dire, ça c'est classique. Mais des airbags rideaux qui se déploient et qui sont suffisamment costauds pour t'empêcher de te faire écraser la tête. Moi, ce qui me frappe, j'en reviens à cet épaulé, parce qu'en fait, il est tout du long. On a presque l'impression que la voiture, et même ici, c'est très long, est entourée d'un boudin de protection ou comme un canot. Oui, mais... c'est pas si fréquent. Non, effectivement, elle a un rayon ici qui est... on va se mettre à côté, il y a une petite bosse là. Un rayon qui est très ample et qui donne effectivement la sensation d'avoir beaucoup de solidité, une masse. Elle est sur un dessin extrêmement simple, il n'y a pas de retour, de trucs. Donc il y a un côté assez rassurant, typiquement dans le design des Volvo, avec cet épaulement important. C'est important que la voiture soit sûre, mais qu'elle ait l'air sûre. Un Hummer, je ne sais pas si c'est sûr, mais ça a l'air solide. Donc, dans le langage qu'on appelle le langage formel ou le DNA, l'ADN stylistique, c'est évident que la voiture, une Volvo, comme je dis à des étudiants, sur un dessin, ça doit chuchoter quelque chose. Je suis solide, tu peux avoir confiance. Et les stylistes ou les designers travaillent aussi dans cette idée. Un multiplat, ok, on ne l'aime pas le multiplat peut-être, mais ça n'a pas l'air solide parce qu'il y a une grande verrière. Donc on se dit, oulala, si ça se casse la figure, donc ça ne donne pas une impression de solidité. Si tu as des meurtrières comme une Chrysler 300C, que ça soit solide ou pas, mais ça a l'air solide.
Donc peut-être que cet épaulement, effectivement, qui fait un petit peu tout le tour de la voiture, mais qui est très pur, à nouveau, il y a beaucoup de simplicité, mais une justesse. Tu m'as montré une chose sur la partie arrière que je n'avais pas noté, sur le feu. Et tu m'as dit, tu vois comme ils se sont fait chier même de faire cette pièce en plus. C'est pas les seuls. Hein. Je pense que Mégane, enfin en tout cas Ford Focus CC, c'est une pièce en plus. Donc si un designer fait ça, elle est liée au coffre, voilà. Donc même si c'est pas une pièce technique, c'est quand même une autre pièce, quand même un autre joint, quand même une autre fixation, que ce soit des vis, des clips ou autre. Donc c'est plus de complexité pour garder effectivement ce dessin si caractéristique des Volvo de l'époque. À nouveau, ce ne sont pas les seuls, mais si on peut l'éviter, on sera ravis. Tu sais, généralement, les ingénieurs sur des voitures à ion, ils préfèrent ne pas avoir les feux sur la malle parce que c'est plus simple de les avoir fixes parce que tu as forcément des faisceaux, des trucs, des machins. Alors, à nouveau, si, là on a la non, ça c'est fixe. Là, il n'y a pas de feu, mais c'est quand même à nouveau une pièce supplémentaire. Montre-moi. Alors, il y a un autre, je pense que c'est unique, j'en jurerai pas. Alors, une fois que la malle, que le toit est déployé, bien évidemment, là, tu as à peu près 10 cm. Donc tu mets, c'est une boîte aux lettres, quoi. Voilà. Oui, mais il y a quand même de la place dessous, donc c'est un petit peu frustrant. Donc, tu as un bouton, mais qui est un truc de fou quand tu imagines cette nouvelle complexité. Voilà, pour pouvoir accéder un peu plus facilement. Non, mais là, on peut regarder 2 secondes juste l'enchevêtrement des ressorts, des fils. Je vais la fermer, attention. Des boulons. Non, mais attends, parce que là, on pouvait voir. Ah, bon, pardon. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, il est toujours en mouvement. Non, mais là, on va pas vider ta batterie, là. Mais regarde, tu parlais que du ciel de toit, j'avais pas fait attention, qui est souple. Oui. Ça, effectivement, c'est quelque chose de... Non, mais c'est monstrueux au sens, c'est un monstre de rareté. C'est de la folie, ce système. Ouais. Je veux dire un truc méchant sur les Jaguars des années 2000, même les Jaguars des années 2000, les ciels de toit qui sont normaux se cassent la gueule. Ouais. Et là, tu vois, il y a un système, je ne veux pas y toucher, mais tu vois la complexité pour revenir tendre le ciel de toit. On va le remettre d'ailleurs pour voir. C'est incroyable. Alors, il y a une trappe à ski, mais ce que j'adore, parce que c'est un cab, c'était des Anglais qui habitaient à Saint-Émilion. Let's go skiing. Mais j'imagine, bon, évidemment, le toit ouvert, c'est plus compliqué de mettre les skis. Et il y a le sac pour les skis. Donc, le propriétaire était ravi de me montrer ça. Mais c'est le concept d'avoir une voiture découvrable avec la trappe à ski. Moi, je trouve ça drôle. C'est la société, l'équipementier Webasto qui a développé toute la mécanique. Alors, donc, Volvo, le constructeur, les designers, les concepteurs de la voiture, joint venture, donc Pininfarina et Volvo, et le système, le mécanisme, c'est Webasto. J'aime bien rendre honneur aussi à ces équipementiers qu'on entend moins. Je te laisse le remettre, et puis on va aller faire un petit tour exceptionnellement. Il fait beau. Merci. Merci. Philippe, tu nous as fait une confidence finalement avec ce mot très fort, ce symbole en disant mon garage c'est l'Arche de Noé. Est-ce que tu sous-entends que ces voitures n'ont plus d'avenir, ce sont déjà des dinosaures? Oui. Oui? Ah oui. Tu n'as même pas d'hésitation. Oui. Oui, je veux dire, je n'ai pas la prétention de dire que l'industrie automobile va machin, mais ça va être, je pense, tellement plus compté, rationnel, la voiture module de mobilité, ce sera une Ami One, mais qui ne pose pas un problème pour se déplacer du point A au point B. Et après, effectivement, je ne pense pas que qu'il y ait encore des constructeurs qui investissent dans telle sophistication mécanique, technique. Bien sûr, il va y avoir des milliers d'innovations numériques sur la sécurité, sur sur les informations projetées, sur les voitures autonomes ou semi-autonomes, etc. Mais je ne pense pas que mécaniquement, d'abord, on va aller de plus en plus lentement.
je ne pense pas que dans 30 ans, on roule encore à 250 km/h en Allemagne, à moins que ça soit sur sur des tracés autonomes. Donc je pense effectivement... Et après, bon, je ne suis pas en train de pleurer, dire c'était mieux avant, mais je suis convaincu quand mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, si j'en ai, quand je leur montrerai dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est un petit peu un échantillonnage de ce qui se faisait de 1929 avec ma vieille Citroën. Mais il y a eu un âge d'or quand même, sans qu'on s'en rende compte finalement, de 90, 2000, en termes d'offres. C'est fou parce que chaque constructeur avait un cabriolet, un coupé cabriolet, bref. Voilà. C'est vrai. Alors ces voitures, désolé pour les propriétaires de ces voitures, désolé pour cette voiture aussi, elles sont quand même lourdes. Ouais. Oui, alors, elles n'ont pas la rigidité d'un coupé. Voilà, 2 mots sur la conduite. Tu m'as dit quand même, il faut les chercher, les 200 chevaux. Et voilà, c'est des voitures de balade, mais ça reste lourd, c'est moins rigide. Tu t'amuses moins. Oui. Mais même si tu regardes les essais des journalistes en 2006, ils disaient c'est qu'on est quand même, on n'est quand même pas sur des sur des voitures sportives. Après, c'est pas ce qu'on cherche. Moi, je suis pas choqué par le comportement de la voiture. Non, c'est très souple, c'est très agréable. T'as pas envie d'aller vite avec un coupé comme ça, avec un cabriolet. C'est pas... Je laisse bercer, hein. Il y a un petit côté canotte quand même. Hein. Ouais. Remets-nous le toit une dernière fois pour qu'on voit notamment cette de l'intérieur. Voilà. Alors, pied sur le frein, un bouton. Donc, regarde bien le ciel de toit, c'est quand même ça. Je connaissais pas sur d'autres voitures. Le fait que ça se déploie et ça vienne d'être tendu, et puis une fois capoté, c'est bien retendu. Tu vois, c'est quand même c'est plus tendu que sur une Jag. C'est impressionnant quand même. Hein. Et ça va refermer toutes les vitres. T'as 2 batteries, non? Ça va, voilà. Roof closed. Tout va bien, ça se passera bien. Dernière question. C'est quoi la prochaine dans l'Arche de Noé que tu dois sauver pour l'histoire de l'automobile? Oh, je sais pas. Ah, t'en as bien une en tête? Non, même pas. Là, si, j'en ai une en tête. Ah, bah, allez, fais-nous une Comme confidence. ça sera complètement différent. Ben justement. Une Twizy. Ah ouais? Ouais. Ah, tu penses qu'il en faut une? Ouais. Ah, je suis convaincu, c'est génial. Et je pensais, je vais bientôt recevoir un petit stagiaire qui a trouvé un logement, mais à 30 km. Donc je dis 60 km avec la Twizy pour un jeune l'été, t'as pas besoin de plus. C'est un peu la Diane. Non, je regarde, c'est un truc, c'est complètement décalé, j'adore. Merci Philippe. De rien. Si vous voulez retrouver les interviews de Philippe, vous allez sur poa.tv, le site www.poa.tv, et vous retrouverez, c'est la grande librairie de tous les bagnolards. Il y a tous les secrets de design, tous les essais de POA, tous les petits observateurs. Vous pouvez faire des recherches par marque, par rubrique, par nom d'auteur, voilà. Ça occupera nos longues après-midi de pluie. À bientôt. Ça va Julien ?